Bien, mon général, monsieur le vice-président de la région et de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, PMA, mesdames, messieurs les officiers généraux supérieurs, mesdames et messieurs les sous-officiers, mesdames, messieurs les universitaires, chefs d'entreprise ici présents, je suis très content que vous ayez pensé à moi pour conclure des travaux auxquels je n'ai que très partiellement assisté. Il est vrai que le compte-rendu du général Gelé était tout à fait exhaustif et que j'ai pu me faire une idée de ce qu'avaient été vos échanges. J'ai participé à votre déjeuner, donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec les uns et les autres. Et croyez-le, je me réjouis, en tant qu'ancien ministre de la Défense, de voir que la Défense s'intéresse un peu à la Franche-Comté. J'avais vaguement essayé dans le temps, mais sans beaucoup de résultats. Et je constate que le nombre d'entreprises en Franche-Comté qui ont affaire à la Défense est pratiquement égal à zéro. Nous sommes une des régions les plus ignorées par les industries de défense. Alors ce n'est pas vrai de la Défense en général. Parce que nous avons par exemple, tout près d'ici, le premier régiment d'artillerie, qui est régiment de la ville de Montbéliard, même s'il est stationné à Bourgogne. Et nous avons le 35e régiment d'infanterie où j'ai fait mes classes. Donc moi je suis plutôt un terrien, mais j'écoute toujours avec intérêt les aviateurs parce que je sais qu'aujourd'hui il faut en effet raisonner dans la troisième dimension. Il n'y a pas seulement à gauche, à droite, devant, derrière, il y a aussi ce qui est en haut et ce qui est en bas. Donc, c'est une réflexion utile d'avoir mis en quelque sorte Ali au centre de vos travaux. Ali, ça fleure bon l'armée d'Afrique où j'ai fait mes premières expériences. J'étais sous-lieutenant de SAS il y a plus de 50 ans. Donc j'ai connu beaucoup d'Ali, mais là, j'ai compris que c'était Airland Integration, bien que vous ayez mis intégration air-sol, ce qui est la preuve qu'il n'y a rien qui ne puisse se traduire. Mais après tout, Ali, je suis pour. Je voulais essayer de vous dire que le problème de la coordination s'est toujours posé. D'abord entre les armes, puis ensuite entre les armées. Je dirais la coordination de l'artillerie et de l'infanterie est un problème très ancien. Je dirais que Napoléon a apporté, Frédéric II avant lui, mais Napoléon a apporté des solutions innovantes avec une artillerie mobile. La guerre de 14-18 a été un champ d'expérimentation très intéressant avec les appuis-feu dans la profondeur, les tirs de contre-batterie, les tirs de proximité. Alors il y avait quelquefois des méprises et des tirs fratricides. On a même considéré que dans certaines offensives, 10% des gens qui restaient sur le terrain étaient victimes de tirs amis. Ça me rappelle un de mes camarades qui, participant à une manœuvre avec moi, ayant reçu une grenade, nous étions les bleus, nous avions subi une offensive des rouges, on lui demandait de rejeter la grenade, et il rampait, mais s'en écartait doucement, et elle a fini par exploser, il a été couvert de plâtre. Et le capitaine l'a traité de con, bien qu'il ait fait une carrière très brillante par la suite, espèce de con, et il lui a répondu, mais je croyais que c'était une grenade amie. Donc, tout ça montre que y a toujours un problème de coordination, qui fait quoi, et maintenant le problème se pose dans la troisième dimension. Comment coordonner l'air et le sol? Je me dis toujours qu'avec tous les moyens qu'on a mis sur les systèmes de transmission, et j'ai quand même une mémoire presque séculaire, enfin, je me dis que ce problème devrait être résolu depuis longtemps.
devra arriver à communiquer, mais il semble que ce soit très difficile parce que chaque armée a ses impératifs, chaque armée a ses systèmes, et quand l'occasion se présente, on l'a vu récemment, la Libye, le Mali, etc., il faut trouver le moyen d'identifier l'adversaire et l'ami, de façon à pouvoir mettre au but raisonnablement. Le problème se pose d'autant plus qu'avec les forces spéciales qui sont ici à l'honneur et représentées, je dirais, les choses ne sont jamais très simples. Vous opérez dans des milieux extrêmement divers, généralement hostiles, pas toujours complètement hostiles, il y a aussi des amis, il faut éviter les dommages collatéraux, mais il faut effectivement bien savoir ce qu'on fait. Et l'initiative Alins, qui vient donc de PMA, si j'ai bien compris, comment ? De Numérica. C'est la même chose, non ? Pas vraiment. Non. Numérica, c'est le pôle numérique de Franche-Comté. D'accord. Avec le puissant soutien de PMA, donc dont tu es le représentant et dont je me félicite, et je connais les chercheurs et les universitaires éminents qui, autour de M. Sago, ont lancé cette opération, il y a déjà quelques années. Je les connais depuis très longtemps, je les apprécie, je sais que ce sont des hommes de valeur, et je vois avec plaisir que dans cette opération, l'Université de Franche-Comté est présente en même temps que l'UTBM. Nous avons donc un potentiel universitaire, nous avons dans la région un potentiel industriel, des grandes entreprises à vocation mondiale, Peugeot bien sûr, Faurecia, Alstom, General Electric, d'autres encore, des grandes sociétés d'ingénierie comme un système, donc un potentiel formidable, une école d'ingénieurs, enfin ce n'est pas une école, c'est une université de technologie qui accueille 2800 élèves ingénieurs, qui donc tous les ans en écoule 620 ou 650 sur le marché. On est parti de zéro il y a 25 ans, donc ça c'est quand même un atout, et ce sont des gens qui trouvent du travail dans les quelques semaines qui suivent leur sortie de l'université. Disons qu'il y a là un potentiel de créativité tout à fait remarquable, grâce aussi à l'Université de Franche-Comté, qui est également présente dans le Nord-Franche-Comté et qui dispose de chercheurs brillants au sein du laboratoire FEMTO. Donc il y a là quelque chose d'intéressant. J'ai vu tout à l'heure le président de la CGPME de Franche-Comté, je ne sais pas s'il est encore là, oui là aussi effectivement. Donc il sait que les PME, ça se crée aussi. Et je pense que ça peut être votre responsabilité, à partir de ce qui existe et du potentiel qui existe dans la région, de créer, de susciter, de créer des petites entreprises agiles qui vont pouvoir répondre aux besoins de communication que vous avez. Mais ça suppose qu'on y mette un tout petit peu d'argent et qu'il y ait, je dirais, une très grande réceptivité. Je peux vous garantir que cette réceptivité, elle existe. Dans le pays de Montbéliard et plus généralement, si Denis veut bien me le permettre, dans l'aire urbaine de Belfort-Montbéliard. Il y a une grande réceptivité. D'ailleurs, nous avons été classés, là je parle de la ville de Belfort, comme les premiers du point de vue de l'innovation pour la catégorie de ville à laquelle nous appartenons. J'oublie laquelle, ça doit être entre 50 000 et 70 000 habitants. Donc il y a des gens qui sont très disposés à vous aider, très disposés à travailler. Il y a un tissu universitaire, il y a un tissu d'entreprise très dense, et par conséquent, je pense que si la DGA et les armées en général ont la volonté de susciter la création de petites entreprises capables de résoudre leurs problèmes, on doit y arriver. Car une entreprise, ça peut se créer, je dirais, en coopération entre les armées, la DGA, le milieu industriel et entrepreneurial local, et puis les milieux scientifiques de recherche universitaires qui sont présents dans la région. J'ajoute les élus.
qui sont tout à fait disposés à vous aider, à vous faciliter les choses, à accomplir les démarches nécessaires pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et vos problèmes de localisation, de recrutement, etc., ils seront résolus, même de financement, ils seront résolus. Mais il faut qu'il y ait cette volonté. Une petite entreprise, ça peut être 3-4 personnes, un peu plus, et puis elle peut grandir. À un moment, elle devient une ETI, puis est absorbée par un grand groupe, car les grosses bêtes mangent les petites. Vous l'avez très bien exprimé, à juste titre. C'est un des problèmes de la France. Nous avons beaucoup de grosses bêtes qui ont bouffé les petites, et nous n'avons plus de petites. Alors que des pays voisins, comme l'Allemagne ou la Suisse, allez dans chaque petite ville, vous avez une usine, généralement flambant neuve, qui fait des choses très remarquables. Alors que nous, en France, nous avons beaucoup de peine à maintenir notre tissu de PME qui se font racheter. Et je pense qu'il y aura aussi une réflexion à faire sur la transmission d'entreprise pour permettre à notre tissu industriel de se densifier. En tout cas, c'est le travail auquel nous sommes appelés pour restaurer la compétitivité de la France. C'est le rapport gallois. Je ne vais pas vous l'infliger, mais tout ce qu'il dit est frappé au coin du bon sens. Alors, Numérica est certainement pour vous un interlocuteur pour résoudre les problèmes que vous vous posez. Alors ces problèmes ne sont pas toujours très simples parce que c'est pas toujours la coordination entre les gens qui sont à terre et puis l'armée de l'air. D'abord, il n'y a pas que des avions, il y a des hélicoptères qui peuvent être des hélicoptères de l'armée de terre aussi. Je rends hommage au passage à Damien Boiteux, qui était de notre région, comme vous le savez, et qui a perdu la vie au Mali. Je crois qu'il était dans l'armée de terre, si je me souviens bien. Mais cette coordination, elle doit être très souple. On m'a raconté la charge héroïque de nos amis tchadiens. J'étais au Mali, chargé d'une mission par le Sénat sur le Sahel en général, et il est vrai qu'ils n'ont pas attendu qu'on leur donne les appuis-feu dont ils auraient eu besoin. Et le nombre élevé de morts s'explique par leur impétuosité, leur courage, mais aussi par le fait qu'ils n'ont pas attendu qu'on leur donne les appuis-feux nécessaires, qui n'auraient peut-être pas été des appuis-feux aériens, peut-être qu'on n'aurait pas fait appel aux Rafales de Saint-Lizier, peut-être qu'on aurait utilisé simplement un canon César, ou bien un mortier, ou bien peut-être un LRU, s'il en existait sur place, je ne crois pas, mais les LRU sont des canons très précis, qui tirent jusqu'à 70 km, avec une précision de 4 ou 5 mètres, et ça coûte moins cher qu'un missile Scalp. Je le dis en passant, parce que toutes ces données doivent aussi être présentes à l'esprit. Puis comme vous regrettiez l'absence de terriens, que j'en suis un, et que le premier rat est tout près d'ici, qu'il a des LRU, donc je vous signale qu'il n'y a pas que les missiles Scalp, il peut y avoir aussi un certain nombre d'obus, de bombes guidées par laser, ou même tout simplement d'obus de mortier. Ça peut quelquefois être très utile. Mais votre problème, il est de savoir qui est qui et où nous sommes. Et dans une situation où, en effet, l'armée de l'air peut être amenée à intervenir avec l'efficacité qu'on lui connaît et qu'elle a démontré, indépendamment de toute considération politique, sur les champs de bataille récents de Libye et du Mali. L'un, c'était tout à fait judicieux, l'autre, ça pose quelques questions. Mais vous n'êtes pas venu entendre un exposé géopolitique. Disons qu'en général, la bonne équation politique gouverne le vrai succès militaire. Si au départ, les objectifs ne sont pas clairement fixés, si on ne donne pas les moyens de les atteindre, et ensuite d'accomplir la manœuvre dans un temps donné, pour pouvoir rendre compte, c'est ce qu'on appelle à l'école, ce qu'on apprend à l'école militaire d'ailleurs. Moi j'ai appris ça à Cherchel, c'est le sommet de l'art. J'avais 22 ans, mais j'ai jamais considéré que ce que j'ai appris après était tellement supérieur à ce que j'ai appris là. Parce que ça c'est l'essentiel. Encore faut-il que les idées soient claires. Bon, au Mali, c'était tout à fait clair, il fallait dézinguer ces groupes terroristes. Et je pense que nos soldats se sont magnifiquement
acquitté de cette tâche. Je me suis rendu sur les lieux à 2 reprises. J'ai eu l'occasion de voir les moyens relativement sophistiqués dont nous disposions, les drones, la capacité de voir en temps réel ce qui se passait, à partir de l'état-major du général de Saint-Quentin, à Bamako, qui est maintenant, je crois, à la tête des forces spéciales, si j'ai bien vu, qui a succédé au général Gomard. Je dirais que c'était du beau travail. Et on a vraiment senti des gens formidables, motivés. J'étais très fier de l'armée française. Je voulais venir à ces problèmes de technologie, parce que c'est vrai que la rapidité des évolutions technologiques dans le domaine du numérique, dans le domaine de la géolocalisation, tout cela est un bouleversement constant. Il faut par conséquent avoir ces outils souples qui nous permettent de résoudre convenablement les problèmes. Alors j'ai vu qu'il y avait des jumelles qui permettaient de repérer une Mechta, enfin elle avait un toit rouge ici, enfin et de faire savoir très rapidement à l'arrière quelles étaient ses caractéristiques. Bon, autrefois c'était plus simple, il y avait l'idée de manœuvre, c'était du travail artisanal, on se débrouillait pas si mal. Enfin là on a fait beaucoup de progrès, et puis il faut introduire la dimension air-sol. Il y a des jumelles, il y a aussi des outils qui permettent de savoir qui est qui, ce que dans la police on appelle ce qu'on met sous le châssis des voitures là. Ça a un nom, j'ai oublié. Mais la police et la gendarmerie savent le faire. Par conséquent, il n'y a pas de raison que l'armée ne le fasse pas non plus. Il y a toutes sortes de techniques qui doivent permettre d'élucider ces problèmes complexes qui doivent être résolus si on veut éviter les dommages collatéraux, si on veut éviter les tirs fratricides, et si on veut effectivement avoir la précision qui aujourd'hui doit être absolument recherchée. La puissance du feu, nous l'avons découverte en 1914, peut-être même on l'a découvert avant, mais je dirais il y a une course à la puissance qui aboutit à l'arme atomique, Nagasaki, Hiroshima, la course aux armements, la capacité de se détruire plusieurs fois, et puis on s'est rendu compte que ça n'allait pas très loin, qu'il fallait arrêter, et plus exactement trouver d'autres moyens. Donc on est allé vers les frappes limitées, vers les charges miniaturisées, et de plus en plus vers les frappes ciblées, guidées avec précision, le laser, etc. Et on arrive à une guerre qui est très sophistiquée, mais dans le domaine de la miniaturisation, comme la microchirurgie. Donc pour la microchirurgie, il faut aussi des outils très perfectionnés, et ce sont ces outils qu'il faut que la nation arrive à vous donner en suscitant l'élan du tissu entrepreneurial et du tissu universitaire, scientifique dont nous disposons encore. Je pense que, je vais conclure parce que vous m'avez demandé de conclure, donc je m'exécute, je suis discipliné, les menaces qui sont à l'horizon ont évidemment changé. La Russie est un grand pays européen de 140 millions d'habitants, 34 fois grand comme la France. Il y a d'immenses espaces à contrôler, très difficiles d'accès, mais qui sert de tampon entre l'Asie et l'Europe. Beaucoup de problèmes au Caucase, en Asie centrale, surtout avec le reflux d'Afghanistan, le reflux de l'OTAN d'Afghanistan. Donc les adversaires potentiels de la Russie sont très largement les nôtres. Et la Russie n'est plus, pour des raisons évidentes, la menace qu'elle a été au temps où elle s'appelait l'URSS, où elle était mue par une idéologie conquérante. Aujourd'hui, son problème, c'est de devenir un État moderne avec des classes moyennes, affamées de voitures, heureusement bas de gamme ou moyenne gamme, ce qui fait que nous leur vendons à peu près le tiers des voitures qu'ils achètent. On peut s'en réjouir. Peugeot a construit une usine à Kalouga. Renault a pris le contrôle d'Avtovaz. Alstom a 25% de Transmash Holding. Donc tout ça, c'est quand même des coopérations
qui sont très utiles. Ils ont 30 000 locomotives obsolètes, on va les aider à les rénover. Hein, et ça donnera du travail à nos ingénieurs. La Russie n'a plus le principal problème. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des équilibres à maintenir, et nul n'est plus que moi partisan de maintenir une dissuasion. Dissuasion comme une assurance au long cours, mais qui peut être pour nous une assurance vis-à-vis d'autres dangers, beaucoup plus inquiétants. Je ne suis pas de ceux qui ont salué à grands coups de trompette la révolution arabe, parce que je savais que c'était un processus complexe qui se mettait en route, et je pense que l'islamisme radical est quand même un danger pour nous. Je ne dis pas l'islam, hein, ne confondons pas. L'islam, c'est la religion de 1,2 milliard d'hommes. Hein. Ils ne sont pas si différents de nous, puisqu'ils reconnaissent Jésus, Marie, Abraham, etc. Bon, c'est une religion assez simple, hein, et beaucoup moins compliquée que la religion catholique, avec la Trinité, et puis beaucoup d'autres choses assez difficiles à comprendre. Hein. Eux, c'est simple, c'est peut-être même trop simple, j'en sais rien, mais je ne veux pas me prononcer là-dessus, je suis un laïc. Donc, je constate simplement qu'il faut que nous aidions les musulmans eux-mêmes à faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. C'est pas à nous de le faire, mais c'est à eux de le faire. Et on va les aider à le faire. C'est comme ça qu'on peut agir utilement, à travers des pays comme l'Algérie. Je suis président de France-Algérie, une association créée il y a fort longtemps à l'instigation du général de Gaulle, pour essayer de maintenir des liens entre ce grand pays dont la moitié des ressortissants parlent français et qui nous a été bien utile dans l'épisode du Mali. Mais je dirais que pour la stabilisation ultérieure de l'Afrique et de la zone sahélienne, l'Algérie jouera certainement un rôle. Il faut apprendre à travailler avec eux. Tout n'est pas dans la microélectronique. Hein. Il faut aussi apprendre les langues, l'arabe, le berbère, le tamakesh, que sais-je encore. Hein. Tout ça, c'est utile aussi. Et j'en viens enfin à ce qui est l'essentiel, c'est que le monde aujourd'hui bascule. Il bascule vers l'Asie, vers la Chine. Là-bas, de grandes contradictions ne manqueront pas de se développer. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut que nous gardions une dissuasion, car la dissuasion a toujours été conçue par le général de Gaulle comme le moyen de se tenir en dehors de guerres où nos intérêts vitaux ne seraient pas engagés. On l'a oublié, parce qu'on a oublié de penser, qu'on pense de moins en moins. Hein, le niveau baisse, hein, je ne vous l'apprendrai pas, hein, dans tous les domaines. Donc, il y a ces trois fonctions qui sont au cœur de la loi de programmation militaire: protection du territoire des citoyens, intervention, dissuasion. Alors, intervention, je dirais que les Américains sont retirés d'Irak, d'Afghanistan, ont manifesté peu d'appétence pour renouer avec un engagement en Syrie. Hein, je ne vous fais pas de dessin, mais tous compris. Par contre, je pense que des opérations comme le Mali, nous sommes appelés aujourd'hui à venir au secours du Centrafrique. Il y a ce que le livre blanc, ou peut-être la loi de programmation militaire, appelle la menace de la faiblesse ou le défi de la faiblesse. C'est-à-dire qu'il y a des États qui se décomposent et naturellement les forces spéciales peuvent être amenées à intervenir dans toutes sortes de circonstances, quand il y a des otages par exemple, hein, ou pour des opérations ciblées, comme celle qui est intervenue au Mali quand les colonnes d'AQMI, d'Ansardine et du Moudjahou fonçaient sur Bamako. Je n'exagère pas la menace militaire. Je sais très bien que peut-être il y avait 300 ou 400 pick-up, hein, probablement pas beaucoup plus. Mais croyez-moi, il ne faut pas sous-estimer la menace politique. C'est qu'ils auraient trouvé des complices à Bamako pour instaurer un régime je dirais, fondé sur la terreur, hein, et aurait imposé la création d'une sorte de sanctuaire dans lequel les groupes terroristes, le Mali c'est un grand pays qui a des frontières avec 7 pays africains, et toutes ces zones communiquent,
l'Afrique sahélienne, l'Afrique noire, le Maghreb, le Machrek, le Caucase, l'Asie centrale. Il y a un mouvement permanent. Donc il fallait bloquer cela. Et avec des moyens relativement réduits, grâce à Sabre, grâce aux forces prépositionnées, grâce aux quelques moyens dont nous disposions sur place, ça a pu être fait et très bien fait. Alors, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut penser Ali, la coordination entre toutes nos forces. L'idée d'interarmisation n'est pas récente, je m'étais forcé de la promouvoir en créant le collège interarmé, mais il y a de ça déjà plus de 20 ans. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Il faut apprendre à travailler ensemble, à bien se connaître. Et je pense que les forces spéciales qui juxtaposent des aviateurs, des marins, des terriens, enfin des terriens, comme ça qu'on dit, des soldats des forces terrestres, oui, vous voulez bien être qualifié de terrien, ça ne vous gêne pas. Bon, eh bien moi non plus. Donc je pense que c'est ce travail de contact et de connaissance qu'il faut réaliser. Et si nos petites entreprises peuvent nous aider à résoudre tous les petits problèmes concrets qui ne manquent pas de se poser, s'il peut y avoir des retours d'expérience, un contact rapide entre des militaires agiles et des entreprises agiles, eh bien, nous aurons fait un grand progrès. Ça nous coûtera moins cher que de très grands programmes, qu'il faut faire aussi, bien entendu. Mais bon, nous mettons 190 milliards sur 6 ans. Bon, c'est peut-être pas assez, mais je pense que, il faut le dire, l'arbitrage aurait pu être bien pire. Et celui qui a été fait était quand même celui qui préservait au moins la cohérence de nos armées, notre capacité d'agir à long terme, si nous arrivons à desserrer le carcan qui pèse sur nous et à retrouver des capacités de développement économique, de remusculation de notre tissu industriel, nous pourrons certainement aussi donner à l'armée les moyens qui lui sont nécessaires et qui sont certainement très au-dessus de 1,5% du PIB. Mais il y a un rapport entre, je dirais, la capacité militaire et puis la capacité industrielle et économique. Il est évident que des pays comme la Chine, qui se développe très vite, dont le PNB va atteindre celui des États-Unis dans quelques années, ils auront des moyens pour leurs armées. D'ailleurs, chaque année, c'est 10% de plus. Alors nous ne pouvons pas rester à un niveau de stagnation. Il faut absolument arriver à desserrer ce carcan pour ne pas subir ce qu'on appelle le déclassement stratégique. Mais pour le moment, nous tenons encore la route. Et nous avons un beau problème à résoudre et je suis très heureux de voir que les gens de Numérica, mon ami Denis Sommer, beaucoup d'autres ont pris sur eux de voir comment on allait pouvoir faire cela à partir de la Franche-Comté. Ce serait une bonne chose qu'il y ait des rapports aussi entre nos industries de défense et le tissu industriel franc-comtois. Voilà, merci. Merci. N'oubliez pas donc les démonstrations qui vont s'ouvrir tout de suite, dans 5 minutes, et les navettes tout à l'heure, à partir pour le TGV, à 17h très précisément. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous et bon retour.